Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis d'être aux Légendes de Nice, représentant les éditions LVA, partenaires officiels de l'événement. Je suis Adrien Malbosc, rédacteur en chef adjoint d'Autorétro et de Rétroviseur. Et autour de cette table, j'ai la joie d'avoir, alors, du plus loin au plus près, Jérôme de Salvador, qui est maître artisan mécanicien, gérant et créateur du garage des Monegatti. Bonjour, merci d'être présent parmi nous. Ensuite, nous avons Éric Féquineau, directeur des établissements Féquineau, et François Alain, le présentateur que l'on ne présente plus, journaliste, qui d'ailleurs a démarré aux éditions LVA. Il y a fort longtemps. Il y a quelques années, oui, bon. Nous sommes tous réunis ici pour défricher un sujet qui est absolument passionnant, qui est la restauration des voitures anciennes. Alors, la restauration d'une voiture ancienne, c'est un sujet qui est extrêmement varié, puisque ça dépend beaucoup de la base de départ, de l'automobile, de son état, de ses spécificités. Et donc je vais m'adresser en premier à Jérôme de Salvador. Est-ce que vous pouvez vous présenter très rapidement, parce que j'ai entendu un parcours qui est quand même assez atypique et qui est d'abord et avant tout animé par la passion. Alors oui, bonjour, donc je m'appelle Jérôme de Salvador, je fais ce métier de mécanicien depuis un peu plus de 25 ans. On commence très jeune hein, quand on tombe dedans. Hein, ouais, vous étiez adolescent. Ah oui, complètement. Ok. Voilà, donc j'ai créé ce garage il y a 13 ans avec mon épouse et on s'est lancé quasiment immédiatement dans la voiture classique pour répondre à un besoin et par passion aussi de pouvoir réparer soi-même, de pouvoir refaire les choses, d'être maître de ce qui va se passer derrière en fait et pas de suivre un protocole de concession par exemple. Et alors une automobile ancienne, c'est énormément de domaines, sellerie, électricité, carrosserie, mécanique, hydraulique parfois, etc. Vous faites quoi exactement? Alors nous on fait tout sauf la sellerie et la carrosserie. D'accord, ok. Voilà, donc toute l'électricité, la partie mécanique, les réflexions moteurs, les calculs pour les carburateurs, voilà, tout ce qui concerne la partie en mouvement et la partie hydraulique. Ouais. D'accord, très bien. Alors Éric Féquineau, donc directeur des établissements Féquineau, Oui. Spécialisé en voitures anciennes également? Oui, mais pas que. Mais pas que, donc vous faites aussi de la moderne? Oui, complètement. Double casquette? Double casquette, j'irai Et- même encore plus loin. On est certifié Tesla. Donc, Ah oui. on est carrément sur du très moderne là aussi également. D'accord, ok, très bien. Et alors, c'est divisé à peu près en quel est le pourcentage d'anciennes, quel est le pourcentage de modernes? Alors écoutez, on va dire on est à 60-40. D'accord, 60 d'anciennes? 60 de modernes et De 40 modernes. d'anciennes. D'accord. Et vous couvrez quel domaine? Alors écoutez, on couvre tous les domaines. Tout. D'accord, ok. Donc, hormis la mécanique, car j'ai la chance d'avoir rencontré Jérôme de Salvador, avec qui on travaille. Voilà, on est devenu certain temps. partenaire justement pour les restaurations parce C'est ça, qu'il donc vous y avait un besoin Vous êtes tous les deux complémentaires. complémentaire. Complètement. Ouais. Parfait. c'est ça. Et alors, François Alain, qui est passionné par l'automobile ancienne, j'ai envie de dire depuis toujours, des chantiers de restauration, il en a vu quelques-uns, c'est son métier. En tant que passionné d'automobile, François, tu as eu des voitures que tu as restaurées. Et puis, Absolument. dans le cadre de tes émissions télé, de tes articles aussi, pour la presse papier, de tes livres, Voilà. tu as vu énormément de restaurations, tu en as suivi beaucoup, donc c'est un sujet que tu connais particulièrement bien. Surtout, alors si tu m'arrêtes si je dis des bêtises, des populaires françaises, c'est un peu ton dada? Oui, j'aime un peu tout, mais c'est vrai que j'ai toujours aimé les petites voitures populaires des années 60 parce que je trouve que c'était une époque très ludique et donc les petites voitures populaires étaient très variées avec des looks complètement différents les unes des autres, alors qu'aujourd'hui, c'est vrai que les voitures sont quand même plus dans l'uniformisation stylistique. Et puis, mon métier m'a permis de rencontrer des tas de gens, dont Eric. Maintenant, on se connaît depuis 2-3 ans. On s'est rencontrés pour des raisons professionnelles par un réseau de carrossiers dans lequel j'anime régulièrement les événements. Parce que moi, c'est vrai que je pense qu'il est important de faire le lien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de restaurateurs qui font effectivement de l'ancienne et de la moderne. Certains font que de la moderne, certains font que de l'ancienne, mais il y en a quand même pas mal qui font les deux, pour des raisons souvent économiques, hein, c'est logique. Et je pense que c'est intéressant parce qu'on est, depuis quelques années, je crois vraiment dans un retour à la passion pour la voiture ancienne. Et du coup, il y a beaucoup de restaurateurs, de garagistes, de carrossiers qui savent qu'il y a réellement, je pense, un futur pour la voiture classique.
Oui, ça c'est certain. Il y a de Ouais, plus en c'est plus de certain. centres de formation d'ailleurs qui s'ouvrent et de formation professionnalisante pour des jeunes. Je m'adresse à Monsieur Fekino et de Salvador. Vous couvrez à peu près combien de chantiers de restauration par an, histoire qu'on cerne un peu le débat? Alors moi, au niveau de l'enceinte du garage, on doit être à peu près en chantier de restauration complète, parce qu'après on peut parler de restauration partielle, on peut parler de reprise. Sur des restaurations complètes, on doit tourner entre 6 et 9 chantiers annuels. D'accord, ok. Voilà. Couvert avec un effectif de 18 personnes, donc ça peut vous donner à peu près un ordre d'idée. Mais le problème, c'est que comme c'est assez chronophage comme chantier, ça implique d'avoir quand même un rendement supérieur derrière pour avoir économiquement quelque chose de viable. Sinon, Justement, c'était ma prochaine question et ça a été d'ailleurs la base de l'émission Vintage Mécanique animée François Alain. Comment on juge la masse de travail? Moi, c'est un truc, je me suis toujours posé la question. Quand on part d'une base de restauration qui est le plus souvent pas roulante, avec une carrosserie extrêmement corrodée, des éléments parfois très spécifiques où il y a des pièces introuvables, des éléments en aluminium, etc. Comment est-ce qu'on peut savoir à l'avance combien va coûter le chantier de restauration et combien d'heures de travail il y aura derrière? alors écoutez, moi c'est très simple, on met en place un cahier des charges de base où on va établir un devis estimatif au visuel et ensuite on procède à du démontage, du sablage et c'est là, à ce moment-là, où on arrive réellement à comprendre et à trouver et à découvrir aussi les problèmes qu'il puisse y avoir. Donc à première vue, on peut tout simplement tomber sur un véhicule qui est dans un très bel état et se retrouver avec une restauration très importante ou quelque chose qui paraît d'emblée dans un état moyen et en fait qui se trouve à être une restauration qui se passe assez correctement, quoi. Voilà, parce que ce qui est important, je permets d'intervenir, mais ce qui est important, parce que le grand public ne comprend parfois pas la différence entre une voiture moderne et une voiture ancienne. Une voiture moderne, a priori, elle est récente, elle a eu des traitements anti-corrosion, on voit rapidement si elle est en bon état, pas en bon état, qu'est-ce qu'il y a à faire. Sur une voiture ancienne, on a une problématique qui est différente, c'est que la voiture a pu être déjà restaurée plusieurs fois. Exactement. Et souvent, Mal restauré. il ne faut pas oublier un détail très très important, c'est que un certain nombre de voitures qui aujourd'hui ont un certain intérêt historique ou qui valent un peu d'argent n'ont pas forcément eu cette valeur entre guillemets il y a quelques années et elles ont parfois été restaurées, comme on dirait, à la va-vite. Exactement. Et donc quand on décape une voiture entièrement, aujourd'hui, on peut avoir des mauvaises surprises. Et c'est ce qu'il faut vraiment expliquer aux collectionneurs et aux clients, leur dire attention, on va vous faire un premier devis, mais il peut y avoir une mauvaise surprise. Et parfois, les gens ont du mal à comprendre ça. Parce qu'ils pensent qu'ils sont tombés sur un restaurateur qui les a un petit peu roulés dans la farine. Or, très sincèrement, on peut avoir de très très mauvaises surprises quand on va décaper entièrement la voiture. Et ça, c'est vraiment la chose sur laquelle moi j'insiste beaucoup, parce que beaucoup de restaurateurs en ont conscience, c'est de vraiment prévenir à l'avance le client qu'il peut y avoir des mauvaises surprises. Et c'est pas du tout volontaire. C'est-à-dire qu'on peut réellement se retrouver avec des surprises inattendues. Et c'est ce qu'on a démontré dans les émissions comme celle que j'ai animée et celle de mes petits camarades, c'est qu'évidemment, ça arrive en vrai. Oui, même j'imagine que toi, dans ta vie de collectionneur, Bien sûr. ça t'est arrivé oui. plein de fois. Ouais. Bien sûr, découvre des choses oui. incroyables. Hein. Ouais. Et il y a un problème d'ordre des choses à faire aussi. Bah, justement, Parce que- c'était une question que je voulais vous poser. Comment vous savez par quoi commence un chantier de restauration? Quelles sont les étapes en fait? Par quoi vous commencez? Par quoi vous terminez? J'imagine que ça doit être assez. Il y a du visuel et du ressenti, il y a des choses qui parlent déjà au premier abord. Ouais. Au premier œil, on lève le capot, on regarde structurellement comment ça se passe, et ensuite mécaniquement, où est-ce que ça fuit, est-ce que ça suinte, comment est la couleur de l'aluminium, de la fonte, etc. Ça donne des indications sur l'âge et depuis combien de temps ça n'a pas été touché. C'est comme regarder un vieux mur décrépit d'un appartement, bon là on sait plus ou moins il y a de l'humidité, il y a machin, bon, c'est exactement pareil, on part déjà sur un état des lieux qui est assez global. Si structurellement on se dit bon, au niveau du châssis structurel vraiment le porteur c'est sain, il faut d'abord commencer par la mécanique, parce qu'on ne va pas refaire de la mécanique sur une carrosserie refaite, parce qu'on va
bien souvent abîmées ou on travaille à l'envers en fait en faisant ce genre de choses. Donc nous, on a déjà une première étape, c'est-à-dire redémarrer l'auto, lui redonner vie, la remettre en sécurité, faire en sorte qu'elle freine, qu'elle démarre et que ça ait l'air de rouler. Ok. Une fois que ça rentre, que ça part sur la route, là on va se rendre compte si les settings des carburateurs sont bons, si l'allumage fonctionne correctement, si les suspensions n'ont pas de disparité, si elles freinent droit, etc. À ce moment-là, on redonne un devis au client en disant bon, finalement, il y a des éléments qui sont encore à toucher, on part sur un deuxième pack de restauration. Et là, on embraye sur la deuxième chose. Mais on a les clients aussi qui arrivent et qui nous disent tenez la voiture et faites tout ce qu'il y a à faire. Donc, Voilà. il y a plusieurs, Et moi, plusieurs façons de faire, quoi. Et je rebondirai sur Jérôme, il y a plusieurs façons de faire, Ouais. mais il y a surtout, c'est des cas uniques. Chaque voiture se restaure Ouais. à sa manière. Et chaque client est unique et chaque Ouais. auto est unique. Et il ne faut pas tout mélanger. Il y a la mécanique et il y a la carrosserie. Aujourd'hui, la mécanique, il y a des choses qui sont visibles, rapidement contrôlables. En carrosserie, vous ne pouvez pas faire ça. Mhm. Vous n'avez aucun moyen d'aller voir qu'est-ce qui a pu être fait avant, à part de décaper. À partir du moment où vous commencez à décaper, vous mettez la main dans quelque chose, vous ne pouvez plus vous arrêter. Et donc en fait, vous êtes en train de me dire que c'est un métier où le ressenti, l'humain, est extrêmement important en fait, c'est ça? Et les sensations en fait Ouais. de l'intervenant, du mécanicien. Alors je préfère toujours dire vraiment mécanicien, pas technicien, parce que pour moi un mécanicien il a vraiment plus de savoir-faire. Il ressent mieux les choses, il est capable de refaire, il est capable de faire un plan même à la va-vite sur un bout de papier pour un tourneur-fraiseur. Faut refabriquer des pièces, il faut savoir en quelle matière on l'a fait, est-ce qu'il faut un acier, est-ce qu'il faut un aluminium, etc. en fonction du besoin. Donc D'accord. il faut avoir ce ressenti-là. Et dans la mise au point d'un moteur, la vibration, les odeurs, la sensation est déjà primordiale. Avant de commencer à mettre des appareils de mesure très perfectionnés, il faut quand même déjà que le mécanicien ait compris et engagé l'auto dans un réveil optimal. Et après, là, on branche. Voilà. D'accord. Et vous me disiez tout à l'heure que dans votre métier, il y a une grande part d'humain, de relations clients qu'on ne retrouve pas forcément avec des voitures modernes. Il y a une sorte de Exactement. part de psychologie en fait. On parle d'un achat coup de cœur, on parle de nostalgie, De passion. on parle de passion, on parle d'amour. Il y a des clients qui sont amoureux de leurs autos au point de leur donner un petit nom et de vouloir récupérer la moindre petite pièce qu'on a démontée pour la mettre sur une étagère. François, tu donnes des petits noms à tes voitures? Oui, c'est vrai que j'ai certaines voitures voilà. qui ont des petits noms, mais ce qu'on dit est exact. D'ailleurs, j'ai la chance d'avoir 2 pages dans Auto Rétro de ce mois-ci. On fait un peu de pub pour le groupe sur une petite voiture qui est une Auto Bianchi Edenrock que j'ai achetée parce que c'était une voiture effectivement que j'avais rencontrée 35 ans plus tôt et que le hasard m'a remis sur la route de cet exemplaire-là. Sauf que quand j'ai commencé à gratter le dessous, je me suis aperçu que les longerons étaient remplis au papier journal Ah ouais. et rebouchés à Voilà. la va-vite. Bon, c'était des choses qu'on faisait dans les années 80-90. Oui, sur des voitures qui à l'époque valaient des pas voitures, grand-chose. des voitures qui valaient rien. Bon, évidemment, c'est la mauvaise surprise, mais j'aurais très bien pu, si j'avais confié cette voiture à un restaurateur, commencer déjà à décaper entre guillemets la voiture moi-même, tomber sur un cas d'un restaurateur qui dit bah voilà, on a une très mauvaise surprise, venez voir. On a commencé à décaper les longerons et on s'est aperçu que ça a été rempli avec du papier journal pour faire du masquage. Ça m'est arrivé des aussi, cas réels. Ouais, ça m'est arrivé aussi. sûr. Et c'est Et du grillage à poule. Mais c'est Ah, c'est vrai. Bien c'est sûr. courant, c'est courant. Bien Ah sûr. ouais. Et je rebondirai encore une fois en disant tout simplement, c'est une relation de confiance qui s'instaure entre le client et le réparateur. S'il n'y a pas une relation de confiance dès le départ, ça ne peut pas aboutir à un projet comme ça. Et alors, C'est- à propos de relations de confiance, j'ai cru comprendre que vous sortiez d'un chantier un peu titanesque, la Lancia Aurelia, là, Ouais. Ah ouais. qui est honnêtement un de mes coups de cœur de l'événement. Alors, Elle a c'est- été restaurée en 2 mois, c'est ça? C'est ça, c'est une Exactement. auto qui m'a été confiée donc, par un gros client collectionneur pour la présenter à la Villa d'Este. Mais au départ, c'était plutôt un redémarrage, une grosse révision avec pas mal de quand même grosses réparations. Mais on n'était pas dans ce cas de On était figure. sur une remise en route plus Une que sur une grosse remise en restauration. route. Et puis d'un coup, il s'est pris l'idée de vouloir la faire restaurer au boulon et la mettre état concours pour la présenter à la Villa d'Este et faire une vente aux enchères, une belle vente aux enchères là-bas. Quand c'est tombé sur le coin de la table, vite, bon, heureusement qu'on a les équipes aujourd'hui, on est vraiment partenaires, mais Ça justement, va plus loin que ça même. Hein, je veux dire. voilà, ça va au-delà de ça, parce que ce genre de chantier, ça peut pas être géré si d'un regard, on n'est pas capable de se capter en disant on Ouais. peut le faire.
Donc travail c'est d'équipe possible, en uniformité, quoi. Sinon, on a ça une marche pas. équipe incroyable, j'ai des mécaniciens extraordinaires qui sont dévoués, qui sont capables de travailler jusqu'à minuit, 1h du matin si besoin. Nous, on s'occupe de toute la partie démontage, ça part chez Eric pour la partie restauration carrosserie, la sellerie part chez notre sellier, les traitements métaux vont chez un autre prestataire et après quand tout revient, on réassemble à peu près les choses, mais on a l'impression de retourner sur une chaîne de montage presque industrielle. Ouais. La voiture arrive sur le pont, on est capable de tout remonter, tout est neuf, tout est prêt à être monté d'un seul bloc assez rapidement. Et ces process-là, en fait, on ne peut pas le faire si on n'a pas chacun, dans son corps de métier, un professionnalisme à toute épreuve. Voilà. C'est pour ça qu'un seul garage et un seul patron ou une seule tête pensante ne peut pas faire une restauration totale comme ça, c'est impossible. On ne peut pas être le capitaine d'un aussi gros navire, j'ai envie de dire, sans avoir les bons hommes, sans les personnes, les maîtres de l'art. C'est exactement ça. À leur place et qui sont capables de prendre les bonnes décisions au moment où il faut, mais dans leur savoir-faire. Moi, je ne suis pas carrossier, je ne peux pas dire à Eric, attention là, est-ce qu'on peut faire plutôt comme ça? Donc la confiance est indispensable, la confiance et la formation, parce que j'ai été surpris de voir qu'il y avait, donc tu es venu avec des employés qui étaient particulièrement jeunes. Oui. Mais il faut transmettre la passion, il faut transmettre le savoir-faire, mais il faut transmettre l'histoire de l'automobile. Aujourd'hui, on est dépourvu de tout ça. Les réseaux sociaux ravagent l'idée et l'histoire de l'automobile avec des mauvaises informations. Heureusement qu'il y a encore beaucoup d'émissions de télé. Je vais marquer des points, le LVA, etc. Ah, super, merci. Bon, ça ne sera pas coupé comme ça. Ce qui est important, je pense, aujourd'hui, c'est qu'il y a deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est que l'intérêt de plus en plus important pour les voitures classiques permet d'abord d'avoir de plus en plus d'officines, entre guillemets, de restauration. Alors, comme dans tout commerce, il y a les bons, il y a les très bons, il y a les moins bons et il y a les pas bons du tout. Bon. Mais c'est comme dans tous les métiers. Ensuite, il y a une sélection qui se fait finalement au fil des années, parce que quand on est bon, ça finit par se savoir. Et donc, voilà, ça c'est une bonne chose et c'est une chose importante. Certaines voitures aujourd'hui bénéficient de vraies restaurations et pas de tartinage comme on faisait il y a quelques années, souvent pour des histoires de faible coût de la valeur de la voiture. Oui, en fait, la bonne nouvelle, c'est que la hausse de valeur des voitures anciennes, même si elle est préjudiciable à beaucoup, permet de justifier économiquement des restaurations. Alors, bien sûr, on a évidemment toujours parfois des restaurateurs qui tirent sur la ficelle et qui font un peu n'importe quoi. Mais heureusement, il y a des maisons, et on en est témoin ici, qui font du vrai bon travail. Et la dernière nouvelle qui pour moi est très importante, c'est que justement, les jeunes, notamment dans tout ce qui va être école, CFA, etc., il y a de plus en plus de jeunes qui sont passionnés par la restauration de voitures anciennes, parce que c'est plus palpitant d'aller dans de l'artisanat. Là, on rentre dans l'artisanat. Là, on n'est pas en train de changer des ailes de kangou. On n'est pas dans de la voiture moderne où on peut rapidement s'ennuyer, entre guillemets. Ouais. Là, il y a un attrait supplémentaire. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Et donc, il y a une vraie motivation qui revient depuis une dizaine d'années, je pense, chez les jeunes. Et on fait tout ce qu'on peut, nous, dans nos différents métiers, pour les pousser vers ça. Parce que c'est vraiment une considération aussi en plus. Hein. Bien sûr. C'est-à-dire une considération qui est prise par rapport aux clients, mécaniciens, ce rapport qu'on peut avoir avec les gens. Moi, je laisse mes mécaniciens expliquer leur travail, montrer leur savoir-faire, chose que tu n'as pas en concession, que tu n'as pas dans d'autres ateliers. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir des outils pour pouvoir communiquer en plus avec ça. On fait des reportages photos classiques sur tous les véhicules. On tient au courant nos clients informés de l'avancement. Ils n'ont même plus besoin de se déplacer en fait. Donc, mais effectivement, cet attrait des jeunes à la restauration des véhicules anciens est en train de revenir et je pense qu'à un moment donné, il faut les former, mais les former dans le bon sens. Il y a eu des années passées où le métier a été bâclé. Oui. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais, c'est clair. Ça a été mal vu en fait. On parle avec des véhicules de certaines valeurs, on peut se permettre de prendre du temps et de travailler correctement. Oui, c'est là-dessus que je voulais terminer. C'est que la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quand même une revalorisation de certains métiers manuels à notre époque. Et c'est vrai que les voitures anciennes ayant un côté un peu glamour, avec la mode du néo-rétro, etc., engouement qui d'ailleurs est tout à fait propagé par des émissions comme les tiennes et le travail que vous pouvez tous faire. Du coup, on est d'accord qu'il y a une sorte d'engouement chez les jeunes à mettre les mains dans le cambouis sur des anciennes qui n'avaient pas avant, c'est ça ? Oui. Et puis en plus, surtout, il y a une revalorisation des salaires qui s'est effectuée là, dernièrement. On a de moins en moins de personnel disponible et les salaires ont augmenté. Donc, je veux dire, le métier devient attrayant. Je parle du moins pour la carrosserie.
Je pense pour la mécanique, on est dans le même cadre. N'importe quel jeune peut aujourd'hui gagner correctement sa vie, Sachant qu'il sans y a avoir des fait forcément beaucoup d'études. Sachant Voilà. qu'il y a des formations qui existent aujourd'hui qui n'existaient pas avant. Hein. Oui. Il y a 15 ans, vous m'arrêtez si je dis des bêtises, mais il y a 15 ans, des formations spécialisées voitures anciennes, il y en avait pour Non, ainsi on n'en dire avait pas. pas. On avait- Ça fait d'accord. une petite dizaine d'années, même pas, un peu moins, Ouais. 7-8 ans, qu'il y a à nouveau un diplôme officiel pour les formations en carrosserie, en mécanique, véhicule ancien. Donc ça a aussi aidé, ça pousse. Et puis je pense sincèrement, c'est toujours pareil, à partir du moment où il y a une revalorisation et où un jeune peut gagner correctement sa vie dans une maison, où en plus il se sent bien, le turnover est moins évident. Donc Exactement. si le turnover est beaucoup plus long, c'est très très bon signe. Ça veut dire que les jeunes, ils sont heureux d'être là où ils sont heureux de faire ce qu'ils font, et ils sont heureux d'être avec les gens avec qui ils bossent. Donc là, c'est très bon signe. Dans une maison où les jeunes sont là depuis longtemps, c'est très bon signe. Ah oui, je peux Il y a vous dire, toute la moi, partie aujourd'hui- entretien aussi. Hein. On parle de Oui, bien restauration où on va passer énormément de temps, énormément d'heures. C'est passionnant, mais très chronophage. Mais tout l'entretien de ces autos-là, nous, au garage des Moneghetti historique, donc aux portes de Monaco, c'est 90 dossiers par mois. Ah ouais. Il faut pouvoir gérer les urgences. Je le compare souvent d'ailleurs aux urgences d'un hôpital, hein, parce que quand ça tombe en panne, il faut vite, surtout des véhicules d'une certaine valeur, il faut vite intervenir. Le client vous laisse la clé, je suis garé là, je suis parti, débrouille-toi. Il faut pouvoir les stocker, il faut vite intervenir dessus. Et en attendant, derrière, il y a encore d'autres rendez-vous qui arrivent pour tous les petits bobos de tous les jours. Donc tout ça aussi, c'est pas forcément juste le métier de restaurateur au sens large. On peut avoir aussi besoin de personnes, de petits garages qui n'ont pas forcément de grande place pour pouvoir intervenir dans ce genre de cas dans les centres-villes pour le petit bobo, de la petite mini, de l'ostinellé, de la petite panne quotidienne. Et ça, c'est très important parce que nous, c'est une grosse charge de travail supplémentaire qu'on a du mal à absorber. On est des fois obligé de refuser à cause de ça. Et on manque même de concurrence. Ça serait presque un besoin. Non, mais c'est vraiment deux sujets importants. Pour revenir sur le fait du turnover, je pense qu'à partir du moment où les gens se sentent bien, qu'il y a vraiment la mise à disposition du matériel, du temps qu'il faut pour réparer la voiture, il redevient en fait un amour à travailler dans l'automobile, quoi. Aujourd'hui, on l'a perdu, ça. Voilà. Et il y a un autre sujet sur lequel je rebondirai également, c'est on parle de restaurateur, tout ça, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui d'être un restaurateur de véhicules ? C'est simplement faire les véhicules dans les règles de l'art. Voilà. Et les règles de l'art, c'est se rapporter au montage des voitures comme elles étaient faites originellement. Dans le respect du patrimoine et de la transmission pour les générations Et c'est futures. simplement Il y a ça. une d'être un partie, vrai une restaurateur. partie historique qu'il faut creuser quand même avant. Même en mécanique, des fois, on n'a pas forcément la revue technique, donc on va commencer à chercher les infos. Mhm. Qui les a, les infos sur une voiture des années 30 Ça peut devenir compliqué. Ou si on ne les a pas, on se réfère à des plans techniques, des manières de travailler de tourneur-fraiseur, en accostant, en fabriquant, en conservant des jeux mécaniques qui étaient ceux d'un livre d'études de mécanique de base. Donc, et c'est ça qui est passionnant aujourd'hui. On ne peut pas avoir la En fait, prétention c'est très de large. tout savoir, quoi. On ne Non. peut pas avoir la prétention de dire on peut restaurer n'importe quelle voiture. Non, il y a tout un travail de documentation qui se fait, et encore plus en mécanique. Donc, Et je rebondis sur les restaurations, sur les découvertes comme le papier journal. Bien sûr. On a fait, quand on découvre nous les autos, elles nous racontent leur histoire. Et ça, c'est génial en fait. Tu te rappelles la voiture où on a découvert comme s'il y avait eu une explosion sous le fauteuil qui avait été masqué. je peux vous Une énorme voiture, une Town & Country. On se dit mais elle a appartenu Qu'est-ce à qui s'est qui passé cette voiture pour Ouais. qu'il y ait ces dégâts-là, comme s'il y avait eu un attentat sur la voiture. Alors on essaie de creuser, on cherche, on n'a pas les infos, mais elle nous raconte Mais tellement bon, de choses ouais. que c'est passionnant. C'est Ou passionnant. à qui elles ont appartenu, qui Sous a le travaillé siège dessus. conducteur, il y a vraiment des. Ouais. Enfin, on découvre des choses qui sont assez dingues en fait. Mais bon, sans nos équipes, on serait rien de toute façon. Donc on a besoin de tout le monde autour. On a vraiment besoin d'avoir un groupe. Sinon, ça fonctionne pas. Nous, on a la chance d'être en partenariat et d'être surtout sur le même site. Ça permet en fait d'aller beaucoup plus vite. Cette restauration qu'on a faite en 2 mois, c'est un record. C'est pas quelque chose qui est classique. On ne peut pas faire Oui, ça mais personne n'y croyait. Hein. toutes les 5 minutes. On s'est fait tailler Mais au non, départ. hein. bien sûr. Et on a travaillé jusqu'à minuit. Tous. Et le samedi, dimanche. Mais on l'a fait. Et la voiture est là, vous pouvez la voir.
Mais en tout cas, vous parlez très très bien de votre métier. Ça donne envie de se renseigner sur le métier de restaurateur. Et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à se renseigner sur des formations professionnelles qui existent ou pour leurs enfants. Parce que c'est vrai que pendant longtemps, bosser dans des garages ou des ateliers de mécanique, c'était considéré comme une voie de garage, sans mauvais jeu de mots. Et moi, j'invite vraiment tout le monde à reconsidérer ces métiers-là qui non seulement deviennent de plus en plus nobles, mais en plus, il y a de moins en moins de chômage. C'est-à-dire qu'il y a une vraie demande, on est d'accord, au sujet des ateliers de restauration pour les voitures anciennes. Et je crois que les délais sont hélas terminés. On aurait pu parler quelques heures, je pense, de restauration. Il y a beaucoup de choses à dire en réalité. En tout cas, merci à vous tous de votre présence. C'était vraiment très, très intéressant. Et nous vous donnons rendez-vous demain pour la suite des légendes de Nice. Merci beaucoup. Merci, merci à bonne vous. soirée.